Et voilà, bonjour tout le monde. Vous êtes bien sur la réunion concernant la collecte de l'Omaïri. Vous êtes avec Enerfip et NGBios. Vous êtes au bon endroit. Alors, si ça vous convient, on va patienter encore quelques minutes les retardataires, parce qu'il y en a toujours. Et en attendant, je vous propose deux choses. D'abord, à droite de votre écran, vous avez un onglet sondage. Répondez à notre question, ça nous intéresse. C'est juste un clic. Et puis ensuite, vous avez un onglet questions. Et là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est les questions que vous vous posez. Vous ne nous voyez, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on peut vous lire. Donc, c'est vraiment par ce biais que vous pourrez communiquer avec nous. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions. On y répondra au cours de la présentation ou à la fin. Voilà. Donc, en attendant les retardataires, n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur le sondage et posez-nous les questions que vous souhaitez. Ça nous permettra de les intégrer. Merci beaucoup. Voilà, super, il y a plein de gens qui arrivent. Vous êtes au bon endroit, merci de vous joindre à nous. Normalement, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. N'hésitez pas à aller sur le sondage à droite de votre écran pour nous dire par où vous avez entendu parler de cette réunion. Ça nous intéresse. Et puis surtout, rendez-vous sur les questions pour nous poser toutes les questions que vous voulez nous poser. On va patienter encore quelques minutes. N'hésitez pas voilà, à nous poser des questions si vous le souhaitez. On attend les derniers retardataires. Super, Jean-Michel. Merci pour ces questions. On y répondra tout à l'heure avec plaisir. Bonjour aux derniers arrivants. Merci de vous joindre à nous. On attend encore quelques minutes. N'hésitez pas à répondre au sondage que vous avez sur la droite et à nous poser les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde durant la réunion. On aura un petit temps de questions-réponses à la fin aussi, donc n'hésitez surtout pas. Super. Bon, écoutez, je pense que les retardataires vont pas tarder. On va commencer si ça vous convient. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la collecte de la centrale biogaz de l'Omaïri.
avec NGBios. Je vous propose donc, encore une fois, je suis désolée, je me répète pour les premiers arrivants, mais c'est important. Vous nous voyez, vous nous entendez, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. En revanche, on peut vous lire. Donc, le meilleur moyen pour communiquer avec nous, c'est d'aller dans l'onglet questions sur la droite et de nous poser les questions qui vous intéressent. Voilà. Alors, on va essayer d'y répondre au cours de la présentation. Si on n'y répond pas, pas de panique. À la fin, on aura un grand moment de questions-réponses où on répondra tous les trois au plus près de vos questions, vraiment. Pour ceux qui n'osent pas, mais qui sont quand même intéressés par certaines questions, vous avez la possibilité de voter sur chacune des questions pour les faire remonter et pour nous dire quelles sont les questions qui vous intéressent le plus, en fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette petite option. Elle est sympa et elle permet de voir quelles sont les questions les plus importantes pour vous. Voilà. Vous avez aussi un petit onglet sondage et là, c'est pour savoir comment vous avez entendu parler de la réunion. C'est important pour nous aussi. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de commencer. Alors, vous avez 3 intervenants. Vous avez Clémentine qui est à côté, qui est en Bretagne, pas assez loin de nous, mais plus proche de vous. Clémentine, elle est chef de projet chez NGBios et c'est Clémentine qui a initié le projet de l'Aumairie et qui le suit depuis le début. Donc, elle répondra à toutes vos questions, évidemment concernant la société, mais surtout concernant le projet en lui-même. Jérôme, il est chef de projet chez Enerfip et c'est lui qui a chapeauté cette collecte et qui l'a mis en ligne. Donc, il répondra à vos questions à propos de la collecte. Et moi, je suis Pauline et je suis responsable des investisseurs chez Enerfip. Alors, Jérôme et moi, on est plutôt dans le sud, on est à Montpellier, même si ça ne se voit pas, il fait nuit. Mais et moi, je suis chargée des investisseurs. Alors, j'ai vu des noms, là, il y a pas mal de gens que j'ai déjà eu au téléphone plusieurs fois. Vous me connaissez très souvent quand vous téléphonez chez Enerfip ou que vous nous envoyez des mails, c'est moi qui réponds. Voilà. Vous savez tout sur nous. Maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler d'Enerfip. Qui est-ce que nous sommes? Pourquoi on fait ce métier? Voilà, ça ne sera pas long. Certains d'entre vous nous connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, il faut que vous différenciez bien les différents acteurs de cette collecte. Donc, on va vous présenter en quelques mots la société. Ensuite, Clémentine prendra la main sur le projet, sur le développeur, donc NGBios, quelle est cette collecte, comment ça fonctionne, etc. Et puis ensuite, on vous parlera de la collecte en elle-même, parce qu'il y a le projet de la centrale biogaz, et puis il y a la collecte sur la plateforme. Et donc, évidemment, on vous parlera des caractéristiques, des modalités, des risques et de la fiscalité, même si c'est moins drôle, il faut y passer. Voilà, on va essayer de vous parler de tout ça. Donc, au cours de cette présentation, posez vos questions, et puis on essaiera d'y répondre pendant ce temps-là. Alors, Enerfip. Enerfip, je garde la parole encore un moment. C'est une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables. Ça veut dire que notre métier, c'est de mettre en lien des particuliers, des gens qui ont de l'épargne, beaucoup ou pas, hein, c'est à partir de 10 €, mais des gens qui ont de l'épargne avec des développeurs d'énergie renouvelable qui ont parfois besoin d'investissement, enfin d'argent, ou alors parfois simplement qui veulent faire connaître le projet. Donc nous, on est le lien juridique entre les particuliers et les porteurs de projets. Donc Enerfip, on est totalement indépendant et on va vous proposer différents projets sur la plateforme dans lesquels vous aurez envie d'investir ou pas. Voilà. Donc nous, on existe depuis 2015, pardon. Ça fait 5 ans et c'est 2015 parce que c'est la loi autorisant le financement participatif en France, hein, cette date-là. Donc, on a été créé dès le départ. Depuis, on a financé 181 projets. On a collecté 63 millions d'euros. On a 23 000 membres, dont certains sont parmi nous, et on a 20 collaborateurs. Alors, on est basé principalement à Montpellier. On se déplace pas mal quand on a le droit, et on a surtout quelques salariés qui sont à droite ou à gauche, hein, Bayonne, Paris, Chamonix, Albi, Bordeaux, parce que c'est des gens qui avaient envie de rester près de leur famille ou de vivre un peu plus loin. Mais la plupart des gens sont à Montpellier. Voilà.
Pourquoi Enerfip? Alors, c'est une question qui est importante parce qu'Enerfip a été créé par 4 copains qui connaissaient le monde des énergies renouvelables et qui venaient de ce monde-là et qui se sont rendus compte qu'il y avait un chaînon manquant dans le développement des projets. C'est-à-dire que les communes, les agglos, etc. sont très impliqués, les développeurs, l'État également. Et puis, entre les deux, il manquait les habitants. Donc, l'objectif, c'est de vous proposer le circuit court appliqué à l'épargne. La question, c'est comment devenir acteur de la transition énergétique. On a tous envie d'agir. On fait tous des choses. Je ne sais pas, vous achetez peut-être vos légumes au maraîcher du coin. Vous allez couper l'eau quand vous vous lavez les mains. Enfin bref, on fait tous un peu des choses. On n'en fait pas suffisamment, on ne fait pas tout, mais on en fait tous. Et donc, nous, on s'est dit comment faire pour que l'épargne soit fléchée aussi. Parce que quand elle est à la banque, on ne sait pas bien à quoi elle sert. Et donc là, on vous propose d'investir dans un projet auquel vous croyez, qui est un projet d'énergie renouvelable, de transition énergétique, et qui est à côté de chez vous. Donc vraiment, ça a du sens parce que vous fléchez votre épargne. Et puis, ça permet de valoriser un peu les biens communs, de se dire, bah, c'est votre soleil, c'est votre eau, c'est à côté de chez vous, donc autant que vous puissiez profiter aussi de ces retombées économiques. Et puis, une autre chose qui était importante pour nous et qui va l'être encore plus aujourd'hui, c'est que pour devenir acteur de la transition énergétique, on pense qu'il faut la comprendre, cette transition énergétique. Et donc, il y a une grande part de pédagogie. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de méthanisation. On va essayer de vous faire monter en compétence sur ces sujets parce que c'est important que tout le monde sache parce que le savoir, c'est le secret pour avancer, quoi. Voilà. Donc, on est là pour vous faire connaître ces énergies renouvelables. Je laisse maintenant la parole à Clémentine, qui n'a pas encore parlé, pardon, pour vous parler d'MGBios. Pas de problème, on se relaie. Bonjour à tous. Donc bon, moi je vais vous présenter là juste en 3 slides en version très courte qui on est et le projet. Et voilà, j'ai vu 2 questions qui me concernaient dans le fil de questions et je répondrai à d'autres éventuellement par la suite. Donc je suis chef de projet chez NGBios. Alors NGBios, ça existe depuis 1 an, mais voilà, tu parlais de 2015 pour Enerfip. Avant, on s'appelait Volvé Biomasse et là, on existe depuis 10 ans. Donc notre métier, c'est d'initier les projets. On commence par là, on ne fait pas que développer les projets, on est à l'initiation des projets. Personne ne va faire appel à nous pour faire un projet. On va sur un territoire sur lequel on a identifié qu'il y avait un potentiel pour faire un projet de méthanisation territoriale. Et j'aime bien dire qu'on l'assume sur toute la durée, y compris, là je suis là aujourd'hui et je vous montre des photos du site qui est construit, on va y revenir. C'est-à-dire qu'on l'initie, on le développe, on le monte en lien avec un certain nombre de partenaires locaux. On le finance, on le fait financer, on le fait construire et on l'exploite en bout de course. Voilà, donc moi, mon rôle là-dedans, c'est justement qu'on assume sur le long terme ce qu'on a dit depuis le début à tous les acteurs du projet sur le territoire. Parce qu'effectivement, c'était déjà moi au début du projet. Donc la petite photo que vous voyez là, c'est le site de l'Omaïri. Il y aura d'autres photos après, qui est à cheval entre sa phase de construction et d'exploitation. On est en phase de montée en charge. Et la carte que vous voyez sur la droite, c'est la carte de nos sites et chantiers. Et les petites maisons rouges, c'est nos bureaux qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Donc on n'a que des unités de méthanisation d'une certaine taille, qu'on appelle de méthanisation territoriale. En exploitation sur la Bretagne, l'Omaïri, c'est notre 4e site. Et on en a 11 au total. Je dis pas, voilà, Fougères, c'est le 11e. Il était indiqué comme un chantier sur la carte, parce qu'il est encore en fin de construction et début de montée en charge. Et les photos que vous voyez en dessous, ce n'est pas des figurants, c'est toutes les salariés chez nous, sur les sites ou dans les labos. Parce qu'on systématiquement, en fait, sur un site qu'on a construit, on embauche des équipes d'Engie qui exploitent le site. Des salariés de chez nous et une agricultrice d'ailleurs à droite de Quimper. Tu peux passer au slide suivant, je fais court sur qui on est. Le but, c'est surtout de parler du projet là. Alors là, c'est vrai que la société qui collecte là dans le cadre de cette collecte avec Enerfip, c'est pas NGBios d'ailleurs, c'est la CBOM, la centrale biogaz de l'Omaïri, qui est une SARL qui est détenue à 100% par NGBios. Donc voilà, c'est 100% NGBios, c'est un montage assez classique dans les énergies renouvelables, on appelle ça des sociétés support projet. Donc c'est cette société-là qui a construit, qui exploite, qui a l'autorisation d'exploiter, permis de construire, etc. Donc centrale biogaz de l'Omaïri, l'Omaïri c'est le nom de la zone d'activité sur laquelle elle est située, qui est juste à côté de Fougères, qui touche Fougères, mais qui n'est pas sur Fougères d'ailleurs, c'est la commune de La Salle-en-Huitré. Donc nord-est, Ille-et-Vilaine. Je suppose qu'il y a surtout des Bretons, vu que la collecte n'ira pas au-delà des frontières bretonnes, mais donc c'est une zone d'activité et comme vous le voyez sur la photo, on est en frontière de la zone d'activité et on est directement attenant
aux zones agricoles, ce qui est voilà, un point fondamental du projet. C'est un projet qu'on a initié en 2013 et qui est, comme je disais, voilà, à peine fini de construire et en tout début de démarrage aujourd'hui. Bon, toutes ces années, toutes ces étapes, s'il y a des questions, je pourrais y revenir. Pour l'instant, il n'y a pas de questions là-dessus, mais 2013, c'est nos premiers contacts avec la collectivité, avec Fougères Agglo, nos premières études de faisabilité d'injection du gaz, et puis nos premiers contacts avec les agriculteurs, en fait, les plus proches du site. Voilà. Après, il y a toute une phase de montage, de dossiers réglementaires du projet, et puis un an de chantier. On a commencé le chantier en septembre 2019. Et là, toutes les photos que vous voyez dans la bande du dessous, c'est des photos du site, toutes récentes, qui ont 10 jours, qui brillent au soleil, mais il n'est pas tout flambant neuf, il est vraiment en exploitation, en début d'exploitation. Et la personne que vous voyez là, qui s'est prête au jeu des photos, c'est une des 3 personnes qui travaillent sur le site. Samuel. Tu peux passer au slide d'après, Pauline. Donc, voilà, c'est frustrant de tout caser en un slide, évidemment, toutes ces années de développement, mais en gros, le projet, il y a des questions sur les approvisionnements, donc voilà, de Hubert et de Louis. Je clique dessus, je crois, pour dire que j'y réponds. Donc, je vais commencer par ça. Ah, ça me cache l'écran. Après, il y a 29 agriculteurs. Tu peux fermer, Clémentine, tu peux fermer la page, comme ça dit que ça y répond. J'ai terminé de répondre, je suis en train de répondre. Voilà. On a 29 agriculteurs qui sont dans un périmètre de 8 km autour du site, là, qui sont directement partenaires et engagés dans le projet. C'est assez uniforme le paysage agricole autour de Fougères, donc c'est presque tous des laitiers qui ont des cultures. Donc voilà, il y a un certain nombre de flux agricoles, c'est important que le site soit dans une zone d'activité. La photo l'illustre bien, et aussi directement au contact des zones agricoles. Donc ces agriculteurs, il y avait 2 questions sur les approvisionnements. Ils vont apporter essentiellement des fumiers. C'est des bovins laitiers, donc voilà, essentiellement des fumiers de bovins, de génisse et de taurillon, et un peu de résidus de culture. Donc on a des essais en cours, c'est la première année là, sur des couverts végétaux d'interculture. Il y avait une question sur le miscanthus, c'est pas une matière qu'on a prévue aujourd'hui dans l'approvisionnement, c'est relativement ligneux et voilà, c'est pas une culture très classique là sur le secteur. Donc on travaille plutôt sur des couverts, peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais des couverts qui sont entre 2 cultures. On appelle ça des cives, donc des couverts d'interculture, qui peuvent être récoltés, voilà, qui peuvent être fertilisés et récoltés. Donc on a une toute petite part de ça dans l'approvisionnement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les couverts d'interculture pour les gens qui ne connaissent pas ? En gros, donc en agriculture, il y a des cultures qu'on appelle des cultures principales et on a des systèmes de rotation de culture. Donc là, sur le secteur, il y a beaucoup de rotation entre du maïs et du blé. Et en fait, entre un maïs et un blé, le sol est jamais laissé à nu pour des raisons pour éviter les risques de lessivage, pour éviter les risques d'érosion aussi, il y a un petit peu de relief autour. Hein. Donc on met toujours un couvert. Donc c'est soit un couvert minimaliste, un truc qui pousse tout seul, ou voilà des cultures de base qu'on plante, qui est soit broyé, soit récolté pour l'alimentation des bovins dans certains cas. Donc ce couvert-là, c'est une interculture. Voilà, c'est pas une culture alimentaire, c'est pas une culture qui était dédiée à l'alimentation. C'est une culture qui a une fonction environnementale et on peut en plus la fertiliser, la cultiver, voilà, en prendre soin, on va dire, et la récolter. Donc c'est une production de matière végétale complémentaire aux rotations culturelles. Et il faut la transformer pour la mettre dans la centrale ou pas ? Alors non, après c'est une question de stockage. La centrale, voilà, le digesteur accepte assez mal d'avoir des grosses fluctuations d'approvisionnement. Donc on évite d'avoir pendant un mois plein de cultures qui viennent d'être récoltées, qui vont être mises dans le digesteur. Donc c'est des cultures qu'on va stocker, plutôt faire stocker chez les agriculteurs en déporté. C'est des silos, hein, des systèmes d'ensilage en fait. Voilà. On a un petit peu d'ensilage d'herbe aussi qui est fait sur le secteur. Donc sur des zones qui ne sont pas fertilisées, des zones en bord de rivière. Voilà, Fougères, c'est une zone assez sensible sur des enjeux de lessivage d'azote. Il y a des bassins de captage d'eau potable tout autour, évidemment pas autour du site, mais voilà, on va dire sur le pays de Fougères, qui sont d'ailleurs l'eau potable qui alimente Rennes. Et donc il y a des gros enjeux, il y a des grosses zones en fait de protection de ces bassins de captage sur lesquels il y a de l'herbe, et c'est de l'herbe qui doit être récoltée en fait. Si elle est broyée sur place, elle va lessiver de l'azote dans le sol. Donc voilà, encore une fois, c'est un approvisionnement qu'on n'a pas inventé. On n'est pas venu avec nos gros sabots dire tiens, on va mettre du fumier et ces matières-là dans le digesteur. C'est un projet qui est conçu en lien avec les matières mobilisables et disponibles sur le territoire. Donc voilà, qu'on a monté avec les agriculteurs, avec les acteurs du territoire.
D'accord. Ouais. Et le fumier, il faut le transformer ou pas? Parce que je réponds en fait à Jean-Philippe qui demandait si les Ouais, je digesters. regarde pas les questions en même temps, c'est Non, vrai, non, je c'est pour ça que je me permets de t'interviewer. Non, Euh, ouais, c'est les ça. digestats, le Il fumier, est utilisé en brut. C'est les digestats, hein, la question. ouais. Donc effectivement, alors je vais juste reprendre les choses dans l'ordre. Là, je parlais de l'approvisionnement, enfin voilà, pour perdre personne en cours de route. Donc on rentre dans le digesteur un certain nombre de matières qui viennent d'agriculteurs, d'industriels du territoire. Il y avait une question sur l'approvisionnement par les collectivités. Non, on reçoit juste des tontes. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres matières qui viennent d'établissements collectifs. Donc c'est vraiment grosse majorité agriculteurs. La question à laquelle je n'avais pas fini de répondre, il y a à peu près 3/4 des tonnages sur les tonnages entrants, donc sur les 85 tonnes jour de ration d'alimentation de nos bactéries en fait, dans le digesteur, qui viennent d'agriculteurs. Si on raisonne en proportion de la production de gaz, c'est un peu moins, c'est de l'ordre de la moitié. Et puis le reste, c'est des matières d'industrie agroalimentaire, donc des coproduits, des écarts de production, de biscuits, de matières à base de sucre et de chocolat, de résidus végétaux, voilà, des différentes entreprises du secteur. Et avec ces matières-là, effectivement, donc on les intègre au digesteur. Elles ont un temps de séjour là, dans les 2 digesteurs qu'on voit au centre de la photo, là, les 2 qui sont bardés en vert, d'une 50aine de jours. Et en sortie de digesteur, la matière qui sort, en fait, qui a des propriétés de fertilisant et d'amendement, on appelle ça un digestat. Et les digestats, effectivement, leur vocation, c'est de retourner sur les terres agricoles. J'ai un petit schéma sur la prochaine slide tout à l'heure, on verra, qui explique un peu voilà, cette économie des matières organiques et fertilisantes. Donc les digestats, pour répondre à la question, est-ce qu'ils sont utilisés en brut ou en transformé, on fait une séparation de phase du digestat. Le digestat, il faut imaginer que c'est quelque chose de liquide pâteux, et en fait, on va le passer dans une presse à vis. On va séparer une phase solide qui va ressembler à un compost et une phase liquide qui va se comporter plus comme un engrais liquide. Le but du jeu étant de séparer en gros une matière qui a plus une propriété d'amendement, comme un compost, et une matière qui a plus une propriété de fertilisant qui va concentrer l'azote sous forme minérale. Alors on fait ça pas pour voilà, le plaisir de transformer le digestat, mais pour l'utiliser au mieux sur les cultures. Donc effectivement, il y a, voilà, on va travailler les plans de fertilisation avec les agriculteurs et sur certaines cultures, on va mettre plutôt du digestat solide ou plutôt du digestat liquide en accord avec leur pratique de ferti. D'accord. Je reviens sur mon slide ou ouais, il y a encore 2 questions sur le sujet. Excuse-moi, je pense que c'est le bon moment. Donc, il y a Hubert qui demande si les digestats sont sécurisés parce qu'il y a eu plusieurs pollutions de rivière à cause de ces digestats. Ouais, alors digestats sécurisés, alors 2 choses. Digestats sécurisés, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des digestats et est-ce qu'ils sont en sécurité quand ils sont sur le site. Donc le digestat, c'est une matière qui effectivement a vocation à aller sur les terres agricoles, pas n'importe quelle terre et n'importe quand. Il est utilisé dans le cadre d'un plan d'épandage. Donc un plan d'épandage, c'est quelque chose de, voilà, de réglementé, ça fait partie intégrante de notre autorisation d'exploiter. On a une autorisation préfectorale là sur le site et on trace à la parcelle près sur quelle parcelle on aura le droit de mettre les digestats. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième question en termes de pollution, alors je vais peut-être revenir un peu sur ce que je mettais là à la fin de mon slide, j'en ai pas parlé. C'est un projet qui est soutenu localement par auquel on a présenté et qui est soutenu par eux, le syndicat de gestion du bassin versant, SMPBC, du bassin versant du Couesnon, parce qu'ils ont, voilà, ils ont intégré que dans le cadre de ce projet-là, en fait, les digestats permettent de gérer mieux les éléments fertilisants en fait, quand on les épand que les effluents bruts qui sont utilisés aujourd'hui. Tout simplement parce que dans le cadre de ce projet-là, les fumiers qu'on va récupérer dans le digesteur ne seront pas stockés sur champ. On va amener les digestats au moment où les cultures en ont besoin, au plus près des besoins des cultures. Et au global, sur cette zone, encore une fois, qui est particulièrement sensible sur les enjeux eau, on va améliorer les choses en termes de gestion de l'eau. Après, il y a un autre pan de la question, c'est un peu 3 questions en une, alors je réponds à tout ça, à quoi ça me fait penser. On a eu d'ailleurs sur un de nos sites, voilà, si on reprend la carte sur le slide juste avant, effectivement, du digestat qui est sorti du site dans des conditions très particulières, qui est arrivé dans une rivière qui était juste à côté du site, et voilà, qui a causé une pollution azotée. Le digestat, c'est voilà, un peu comme du lisier, ça amène de l'azote. Bon, sur ce site-là de l'Aumaillerie, on n'a pas de cours d'eau juste à côté, et on a une zone de rétention. On voit un petit peu sur la photo là. En fait, le digesteur et les stockages de digestat sont intégralement situés au sein d'une zone de rétention. On a un dispositif en fait qui permet de contenir la totalité du contenu d'une cuve complète, voilà, dans le cadre de scénarios de fuite ou autre.
Donc ça fait partie de l'autorisation préfectorale en fait, qui réglemente l'exploitation du site. Voilà. Et pour filer peut-être pour développer à peine plus, même s'il y a d'autres questions, j'y reviendrai, sur l'incident qu'on a eu sur un de nos 10 sites là, en fonctionnement avant celui de Fougères. On a eu du digesta qui était allé dans une rivière, effectivement, qui alimentait une zone de captage d'eau potable. Donc, dans des conditions voilà, très spécifiques à cette zone-là sur Châteaulin, on a eu l'usine d'eau potable qui s'est arrêtée en détectant un peu trop d'azote dans cette zone-là et qui a effectivement causé pas mal de dégâts en termes de communication. Voilà. S'il y a des questions plus spécifiques, je ne sais pas trop quelle était la question d'Hubert, donc je peux développer au besoin. Sinon, je vais rester un peu sur Fougères. Oui, bien sûr. Ce que je voulais te dire pour finir là sur le site, voilà, les ordres de grandeur, je les ai mis aussi en termes de production de gaz, puisque le gaz qu'on va produire dans les digesteurs, en fait, va être injecté dans le réseau de gaz. Et là, je parle au futur, même si le site est en exploitation. Aujourd'hui, on commence à alimenter les digesteurs, on commence à produire du gaz qui, dans un premier temps, est brûlé, et on sera capable à partir de début décembre. Ouais, d'ailleurs, on est le 1er décembre, on est le 1er décembre dans quelques heures. Dans les 2 jours qui viennent, en fait, on a les tests d'injection de biométhane qui sont prévus dans le réseau de GRDF. Donc, le gaz qu'on produit déjà depuis quelques jours sera injecté dans le réseau local dans la semaine, à l'issue de la phase de test. Et je vous ai mis l'équivalent de la production de gaz en équivalent chauffage foyer. Bon, voilà, concrètement, ça représente entre 15 et voilà, jusqu'à plus de 30% en fait, de la production, de la consommation sur la maille Fougères et communes environnantes en termes de consommation de gaz. Ok. Est-ce que je peux t'interrompre encore parce qu'on a, c'est vraiment un sujet qui intéresse les gens. On a encore 3 questions sur les stocks et tout ça. Il y a Jean-Louis qui demande. Alors attends, je te la montre. Regarde. Hop. Les flux des matières sont-ils assurés? Oui, alors les flux, c'est entrant, sortant, je suppose. Sur le digesta, j'en ai parlé, on a des contrats et des conventions d'épandage sur la totalité du digesta. Sur les flux entrants, on a des contrats, des conventions et des contrats aussi qui ne sont pas dédiés au site de l'Aumaillerie, donc je détaille un peu. J'ai parlé de 29 exploitants agricoles. Sur les 29, il y en a à peu près 25 qui amènent des matières avec toutes les exploitations agricoles qui représentent à peu près donc, 3/4 des tonnages entrants. On a des contrats longue durée, c'est des contrats de 10 ans, renouvelables 5 ans, qui ont été signés même en amont des dossiers ICPE. Et sur le volet industriel, on a quelques contrats, pas sur tout. On a des contrats qui ont été signés il y a quelques mois. Les contrats avec les industriels, c'est quelque chose d'assez classique sur nos autres sites en fonctionnement. Ils sont signés un petit peu avant que le site démarre, même si on est en relation avec eux et qu'on étudie les matières et les possibilités plusieurs années avant. Et on a aussi des contrats, c'est vrai que l'intérêt d'avoir aujourd'hui une structure d'approvisionnement basée à Saint-Grégoire qui gère l'approvisionnement agro-industriel de tous nos sites en exploitation, c'est qu'on a aussi des contrats avec des groupes agro-industriels qu'on répartit entre nos sites en fonctionnement. Donc là, on a des matières, par exemple, qui viennent sur Fougères, qui alimentent aussi ou qui alimentaient pour partie nos autres sites. Voilà, on a un site à Montauban-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, par exemple, et on a des flux comme ça qui sont regroupés. En fonction des besoins. Voilà. Ouais. Donc les flux sont assurés. Aujourd'hui, concrètement, on a tous les flux assurés là pour le démarrage et pour arriver en pleine charge dans les mois qui viennent. Ok. Ouais. Je propose. Il y a encore des questions, mais je propose qu'on continue, qu'on avance un peu, et puis on reviendra sur les questions auxquelles on n'a pas répondu après. Vas-y, je t'en prie. Tu peux passer au slide suivant, peut-être. Okay. Parce que je vois passer une question sur le métier d'agriculteur. Je vais y revenir un peu. Donc là, il y a beaucoup de choses sur ce slide. Si on prend la partie de gauche, là, je vais juste remettre un peu les choses en schéma sur ce que je raconte un petit peu depuis tout à l'heure. Donc le projet, là, qui est au centre du schéma qu'on voit sur la gauche, c'est un projet qu'on ne fait pas tout seul. C'est un projet qu'on fait avec des partenaires locaux et qui est au centre de plusieurs boucles, en fait, d'économie circulaire. Une première boucle, donc le pavé que vous voyez à gauche, c'est toutes les structures qui apportent des matières organiques à l'usine de méthanisation et donc au digesteur. Donc on a essentiellement des agriculteurs, un petit peu des industries agroalimentaires et des structures paracollectives, uniquement des paysagistes qui amènent de l'herbe aujourd'hui. Et donc ce qui sort du méthaniseur, c'est 2 choses.
du biogaz qui va être épuré et transformé en ce qu'on appelle du biométhane. Le biométhane, c'est l'équivalent chimique du gaz naturel, mais d'origine renouvelable. Et ce gaz, il est utilisé strictement et nécessairement localement, puisqu'il va dans des tuyaux qui vont dans un seul sens et qui desservent uniquement Fougères et une partie des communes environnantes. Donc on sait où le gaz qu'on produit et qu'on va injecter sera utilisé. Donc c'est une première boucle, en fait, cette boucle, la boucle du haut là, de ce schéma-là, une boucle d'économie circulaire sur, voilà, on prend des déchets organiques du territoire et on produit du gaz qui est utilisé localement par les activités et les ménages des territoires. J'insiste sur, on prend des déchets et des coproduits, on ne prend pas de matières qui sont des cultures. Voilà, la question de Jérôme là, sur le métier d'agriculteur. On travaille avec des agriculteurs dont on a pris le temps de comprendre les spécificités là, localement, qui ont un intérêt dans le projet. Leur intérêt, c'est pas de cultiver pour nous, c'est des éleveurs, c'est tous des éleveurs de vaches laitières, je disais tout à l'heure, qui ont des cultures. L'objectif 1 de leur culture, c'est d'alimenter leur cheptel, et ils ont une petite partie de culture à la vente pour faire des rotations, maïs-blé essentiellement sur le secteur, maïs-blé herbe. Donc en fait, ils nous amènent pas des cultures. On peut être amené à avoir une toute petite part de culture pour équilibrer une histoire de ratio carbone-azote. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais de la ration qui peut être de 2 ou 3% des tonnages entrants, donc des 85 tonnes jour. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut être amené à aller chercher pour équilibrer ce ratio carbone-azote. On n'alimente pas un méthaniseur qu'avec des fumiers, ça ne marche pas. Mais voilà, on ne fait pas cultiver les gens et on ne fait pas transformer les rotations culturelles existantes, en fait. Et donc voilà, la deuxième boucle, je finis sur le schéma qui est à gauche. La deuxième boucle d'économie circulaire dans laquelle s'intègre le projet, c'est que ce qui sort des digesteurs, ce n'est pas uniquement du gaz. Quand on rentre 100 tonnes de déchets dans le digesteur, on va sortir entre 80 et 90 tonnes de cette matière qui s'appelle le digestat. Et ce digestat, c'est un fertilisant, c'est un amendement, donc sa vocation, c'est d'aller sur des terres cultivées. Donc, il rentre dans cette boucle du plan d'épandage, et en fait, on recycle localement. Pareil, le plan d'épandage, là, les terres sont dans un périmètre de 15 km autour du site. Donc, on fait revenir les matières fertilisantes sur les sols du territoire, et la totalité. Donc ensuite, voilà, en termes de maîtrise de risque sur la méthanisation, j'ai posé moi-même 2 questions qui sont des questions qui nous sont souvent posées sur les projets. On parle de gaz, on parle de déchets. Bon, on parle de gaz. La première question, interrogation ou inquiétude qui peut se poser, c'est quel est le risque lié au gaz? Est-ce qu'il y a un risque d'explosion? Donc, le petit schéma que vous voyez au milieu, là, il reprend ce qui se passe au cœur du site, c'est que dans ces digesteurs, qui sont des cuves fermées, on va mettre des matières organiques qui sont digérées par des bactéries. C'est un petit peu les mêmes bactéries que les bactéries qui font du compostage, mais qui travaillent sans oxygène, et ces bactéries-là produisent du gaz. Donc en fait, en continu, on a du gaz qui vient. Je bouge ma souris, mais ça ne sert à rien. Non, on a du gaz qui vient gonfler une enveloppe qui est au-dessus du digesteur, qui est en dessous de l'enveloppe de protection qu'on voyait tout à l'heure. Mais qui n'est pas comprimé. Donc ce gaz qu'on produit, il est issu d'un milieu humide, chauffé à une petite quarantaine de degrés, et pas comprimé. Donc c'est pas un mélange explosif. Et voilà, souvent il suffit de répondre c'est pas un site Céveso en fait. Le site est classé par rapport au fait qu'on traite des matières qui ont un statut de déchets, mais pas par rapport à un risque explosion. D'accord. Deuxième niveau de réponse là-dessus, je passe vite sur le gaz, c'est que le gaz qu'on produit, le but du jeu, c'est pas du tout de le stocker sur le site. Donc, on a juste un tout petit tampon de quelques heures de prod qui est au-dessus des digesteurs, qui sert à envoyer en fait un flux continu vers le réseau de GRDF, donc les canalisations du réseau de gaz de distribution auquel le territoire est connecté. Et voilà, d'envoyer ce gaz en continu. Donc, j'ai parlé des études de gaz qu'on a faites au tout début du projet pour être sûr qu'on pouvait faire ça. On ne peut pas le faire partout. Mais le but, c'est vraiment ça. Donc, voilà, le gaz qu'on produit, encore une fois, on l'envoie vers le réseau de gaz. GRDF en vérifie lui-même la composition, qui est le même cahier des charges qui s'applique aux méthaniers qui arrivent à Saint-Nazaire ou aux canalisations de gaz qui arrivent d'Ukraine. C'est le même gaz chimiquement, sauf qu'il est d'origine renouvelable. Voilà, le carbone est d'origine renouvelable. Et la deuxième question classique, je ne regarde pas vos questions en même temps, mais Pauline le fera. Non, mais oui, puis on y répondra après. Il y en a plein là, mais c'est vachement intéressant. On y reviendra. Vas-y, continue. On traite des matières organiques. On traite des matières organiques dégradables.
qui évidemment, si elles étaient laissées à l'air libre, généreraient des odeurs. Donc juste pour distinguer un petit peu les choses, là, j'ai un dernier schéma que vous voyez peut-être en tout petit. Pour séparer un peu les niveaux de réponse sur ce point-là, c'est pas au niveau du digesteur, donc ce que vous voyez au centre du schéma, qu'on va avoir un sujet odeur à gérer, puisque le digesteur, c'est une cuve étanche, fermée, puisqu'encore une fois, notre but du jeu, là, derrière ce projet, c'est de récupérer le méthane. On est producteur d'énergie renouvelable. Donc voilà, ce digesteur, c'est une cuve fermée, étanche, dans laquelle on récupère le gaz. C'est pas au niveau du digesteur qu'on va avoir des sujets d'odeur à maîtriser. C'est pas non plus, si on prend la partie droite du schéma, au niveau de ce qui sort des digesteurs. Les digestats, c'est des matières organiques qui ont été digérées pendant une 50aine de jours. C'est comme, en général, tout le monde connaît le compostage. Un compost qui a fini de maturer, une fois qu'il a fini de... Il est stabilisé, voilà, il émet plus d'odeur. Les odeurs, c'est un sujet qu'on gère sur les flux entrants. Avant même l'arrivée sur le site, le petit camion que vous voyez tout à gauche, c'est on gère, en fait, on maîtrise nous-mêmes les transporteurs de matières qui alimentent notre site, que ce soit pour les matières agricoles ou industrielles. Donc, ça se gère déjà avec des camions fermés ou des citernes fermées. Et ça se gère surtout et avant tout, en fait, sur le site avec un dépotage des matières dans un bâtiment de réception. Si on revient aux photos tout à l'heure et vous les avez vues, sur notre site, il y a systématiquement un bâtiment de réception des matières, alors qui est fermé, qu'on ouvre quand les camions rentrent, qui est surtout géré en légère dépression d'air. L'air est recyclé, renouvelé. Donc là, le bâtiment, on voit les deux cuves de digesteurs au milieu, là, et il est juste à gauche. Vous voyez ma souris ou pas? Ouais, il est un tout petit peu à gauche, des espèces de bâtiment de réception. Pour donner l'échelle, il fait 12 mètres de haut. Voilà, les digesteurs en font 8 sur leur partie verte. Donc c'est un bâtiment avec surtout un système d'aspiration, de filtration et de renouvellement d'air qui est envoyé vers un biofiltre. Ouais, des photos aussi auxquelles on peut revenir, mais un système de filtration d'air, c'est un lit de particules végétales qui est arrosé et sur lequel va se développer là on le voit tout en bas à droite, avec Samuel qui se penche par-dessus. C'est juste des fibres, là c'est des fibres de coco et des écorces en dessous, mais surtout c'est un lit végétal qui est arrosé sur lequel vont se développer des bactéries qui consomment l'ammoniac et on envoie le flux d'air par en dessous. Voilà, et en amont de ça, il y a un système de laveur à l'eau, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique à la méthanisation, c'est un système de traitement d'air simple et efficace qui permet de consommer l'ammoniac de l'air, voilà, et qui permet de gérer les odeurs. Donc oui, il y a un risque d'odeur sur des matières entrantes qui se dégradent à l'air libre, et on gère essentiellement comme ça, en fait, avec un bâtiment de réception et un système de biofiltre. D'accord. Bah, c'est très bien tout ça. Merci. Pas du tout regarder des questions. Ouais, mais on les prendra à la fin. On va avancer un peu pour que tout le monde enfin voilà, pour avoir une vue d'ensemble. Et puis à la fin, on va faire un grand temps de questions-réponses. Alors, écoute, Jérôme, à toi, si tu veux prendre la main. Eh ben oui, bonsoir à tous. C'est très intéressant tout ça, le beau projet. On va quand même revenir à la collecte. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Alors, donc déjà, on va préciser d'où vient cette idée de collecte, hein, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est un projet qui est bien intégré dans son territoire, déjà qui est dans une dynamique de circuit court. Et l'idée, elle est venue assez tôt, hein, pratiquement, du développeur notamment, et puis en partenariat avec le territoire, de proposer justement une collecte de financement participatif, parce que c'est un outil qui permet aujourd'hui d'impliquer largement les riverains dans le projet et de leur, justement, comme on le disait en introduction, de les faire réfléchir sur ces problématiques d'énergie et notamment d'énergie renouvelable. Donc ça répond à la question de Jean-Michel. Vu que le site est construit et en production, pourquoi la levée de fonds maintenant? C'est donc ce dont tu es en train de parler. Voilà. Alors, une petite précision, c'est que cette collecte, elle était quand même prévue au printemps, dans un premier temps. Hein, donc, le chantier était à peine en construction. Le projet était à peine en construction. Et comme vous le savez, au mois j'ai déjà oublié, on n'a pas de notion du temps, mais en tout cas, au printemps, on a connu le confinement et on a interrompu la collecte à ce moment-là. Et on a attendu d'y voir un peu plus clair et de stabiliser tout ça pour reproposer cette collecte. Et donc, on l'a lancée il y a quelques semaines. Alors, c'est une collecte en obligation simple. Pour compléter la collecte,
la collecte. Ouais. Vas-y, Jean. Non. C'est une collecte en obligation simple. Je disais pour compléter, elle avait même commencé en février. En fait. Oui, oui. En fait, il y a un décalage de temps entre Clémentine et Jérôme. C'est pour ça qu'ils se coupent la parole. Excusez-les. Oui, bah alors pendant qu'on est sur la chronologie, oui, elle avait commencé, on l'a interrompue, on est reparti. Donc depuis le 17 novembre, en tout cas, elle est ouverte au territoire du pays de Fougères et des communes dont on a parlé qui sont dans le plan d'épandage. Donc elle est réservée uniquement à ce territoire jusqu'à la mi-décembre et ensuite, à la mi-décembre, elle sera ouverte au département de l'Ille-et-Vilaine et puis ensuite, juste entre les fêtes, elle sera ouverte à la région Bretagne et on ira effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, pas plus loin. Cette collecte, elle est avant tout pour les Bretons et elle sera donc réservée uniquement aux Bretons. Alors on propose, il n'y a pas, c'était aussi une question, il me semble, hein, il n'y a pas de besoin de financement pour ce projet. Ce projet, il est déjà préfinancé. C'est vraiment une volonté d'impliquer le territoire et aussi, dans un second temps, de les faire profiter des retombées de ces énergies renouvelables. Et donc, l'outil le plus simple qu'on propose dans ces cas-là, ce sont des obligations simples. Alors, une obligation, c'est assez simple, hein, c'est que toute personne, hein, un citoyen, une personne physique ou une personne morale, ou même les collectivités, peuvent prêter directement au projet, donc à la société CBOM dont on a parlé. Et en échange, eh bien, il y aura, on prête des fonds et puis il y aura rétribution par des intérêts. Donc, ce qui est proposé sur cette collecte, c'est une obligation à 5% par an d'intérêt et sur une durée de 5 ans. C'est ce qui permet le démarrage d'un tel projet. On a vu que ça commençait à monter en charge, mais le démarrage d'un projet d'énergie renouvelable, en général, prend quelques années avant de se stabiliser financièrement, et c'est à partir de ce moment-là, de ces 5 années, qu'on commence à générer vraiment des revenus, une fois qu'on a commencé à amortir l'installation un petit peu, et c'est donc à ce moment-là qu'on pourra proposer le remboursement. Alors, si vous voyez sur les titrés, si j'oublie rien, c'est que cette collecte, elle est accessible à tous, donc dès 10 euros. On peut y mettre 10 euros, on peut y mettre 50 000 euros, tout est possible. Les obligations, elles sont ce qu'on appelle remboursées in fine. Donc, si vous mettez 100 dans le projet aujourd'hui, les 100, on vous les rembourse au bout des 5 ans. Et chaque année, les intérêts sont versés à la date anniversaire de clôture de la collecte. Donc, ça sera fin janvier, début février de chaque année. Il y avait aussi une question. Alors, la cible, hein, c'est vraiment d'impliquer largement le territoire. Donc, on va viser entre 300 et 500 000 euros de collecte, ce qui est une belle collecte quand même en méthanisation sur un projet spécifique. Et donc, il y avait une question, c'est ça, sur le junior, le rang du financement junior. Bon, en fait, évidemment, c'est junior parce qu'il y a d'autres prêteurs, mais en fait, c'est une notion qui n'apporte pas grand-chose finalement dans... Ah zut, t'as été coupé. Attends, Jérôme, on t'entend plus. Mince. Allô, allô. Jérôme, est-ce que tu reviens? Je vais pouvoir parler à sa place. Ouais, vas-y. Du financement junior. Non, bah, si tu veux, je traite quelques questions. Autant que... Alors, ça part peut-être un peu, vas-y, Pauline. Ouais. Moi, j'ai vu une question en fait sur le gaz qui est d'actualité et qui est intéressante à répondre. La question de Pascal. Il faut que je clique dessus. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, effectivement, qui pose une question sur, il y a une loi toute récente qui est une belle réussite du lobby électrique, mais effectivement qui impose qu'il n'y ait plus de gaz dans le chauffage des nouvelles maisons par rapport aux nouvelles normes de construction. Donc, je voulais juste préciser que ça ne nous impacte pas du tout, mais c'est bien dommage pour la filière gaz. Ouais, tu m'entends? Oui.
Le gaz, en fait, qu'on produit, nous, on le produit en continu avec un débit régulier toute l'année. Parce que voilà, les bactéries dans le digesteur, elles travaillent avec une ration d'alimentation qui ne doit pas trop bouger. Voilà, elles produisent toute l'année. On produit vraiment une quantité de gaz en continu. Alors, c'est vrai que le chauffage, c'est un profil de consommation. Le chauffage des habitations et des logements en général, c'est un profil de consommation avec beaucoup plus de consommation en hiver qu'en été. Le chauffage à lui seul, en fait, suffirait pas à avoir un profil de consommation qui nous permette d'injecter dans le réseau. Ce qui nous permet d'injecter, ouais, Jérôme, j'ai répondu à une question le temps que tu reviennes. Ce qui nous permet d'injecter, là, c'est vraiment des flux de consommation gaz très, très réguliers qui viennent aussi des industriels et d'un certain nombre d'activités. Donc pour répondre à la question, plusieurs choses. Moi, je connais un industriel sur la zone juste à côté qui, à lui seul, sur l'année, pourrait consommer l'équivalent de toute notre production de gaz. Bon, ce qui est important pour un projet comme ça, c'est que on ne doit pas dépendre d'un seul consommateur, surtout pas, ni de 2 ou de 3, ni de 5 ou 6. Ça fait partie de l'étude qu'on a faite en amont avec GRDF sur les profils de consommation de gaz sur la maille de réseau local. Ça fait partie de ce qu'on appelle la sécurisation du projet, en fait. On commence par là, parce qu'encore une fois, on ne peut pas mettre du gaz en continu partout. Donc là, vraiment, ce qui sécurise l'injection, le fait qu'on puisse mettre le gaz dans le réseau, c'est beaucoup la consommation des industriels. Et voilà, un petit peu les ménages, mais on ne dépend pas des consommations de chauffage. Okay. Merci, tu peux fermer la question, c'est parfait. Vas-y, Jérôme. Bon, désolé, mais effectivement, il y a des choses qui marchent mieux qu'Internet en France, mais bon, tant pis. Donc, tu parlais du rang senior et du rang junior de la Oui, ce rang, il sera important en cas de souci de défaillance sur le projet. Bon, c'est un point qu'on abordera dans les risques juste après, mais en fait, le projet étant porté par NJ Bios, étant financé par NJ, voilà, c'est un cas, c'est réglementaire, on doit le spécifier, mais en fait, ça n'a peu d'impact sur ce projet-là. Les obligations simples, donc ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il faut savoir que c'est cessible, donc on peut les revendre à tout moment. C'était une question aussi qui était posée. En revanche, il faut trouver un acheteur. Donc pour l'instant, le marché n'est pas complètement structuré, le marché secondaire de revente n'est pas complètement structuré, même si c'est quelque chose qu'Enerfip proposera prochainement. Mais donc, il faut partir du principe que l'investissement qu'on fait dans ce projet-là, on le fait pour la durée du contrat qui est fixé dès le début. Quand on investit, on signe le contrat et c'est bien 5%, 5 ans. Et c'est à l'initiation du contrat que tout est défini. Okay. Voilà. On continue, on répondra. Ouais, vas-y. Ouais. On répondra à vos questions après, histoire d'avancer un peu. Alors, on vous a parlé de la collecte, donc 5% sur 5 ans, à partir de 10 €. Il faut qu'on vous parle des risques. C'est obligatoire et c'est normal. Alors nous, ce que je ne vous ai pas noté dans le PowerPoint et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on on a un agrément de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Ce sont les gendarmes de la bourse et ils sont là pour surveiller, pour s'assurer qu'on va vous donner les bonnes informations et les bonnes indications. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du lien juridique entre les particuliers et les porteurs de projets. Cet agrément vous garantit d'être informé correctement. Et donc, évidemment, il faut vous parler des risques. À partir du moment où vous épargnez, vous prenez un risque. Quelle que soit votre épargne, à part le livret A qui est garanti par l'État. Ceci dit, en termes de taux, le livret A, il n'est quand même pas hyper compétitif. Tout le reste, il y a toujours un risque, quel qu'il soit. Alors, quand vous investissez dans des obligations simples, le pire qui puisse vous arriver, le pire du pire du pire, c'est de perdre votre capital. Ça, c'est sûr. C'est la pire chose qui puisse arriver. Maintenant, les raisons qui feraient que vous pourriez perdre votre capital sont extrêmement limitées dans ce projet-là. En fait, si on parlait d'un risque de construction,
Là, vous avez vu les photos, elle est quasiment terminée. Engie Bios est sur le projet depuis 2013. J'imagine qu'ils ne vont pas arrêter aujourd'hui de construire. Et quels que soient les événements, de toute manière, ils sont en train de remplir Donc, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. D'accord? Donc, le risque de construction n'existe pas. Ensuite, il pourrait y avoir un risque de financement. Par exemple, dans certains cas, non-obtention du prêt bancaire ou ce genre de choses. Là, encore une fois, c'est un projet qui n'est pas risqué sur ce plan-là, puisque la construction étant terminée, le financement est fait. Ce qu'il pourrait y avoir, finalement, c'est un arrêt, je ne sais pas, c'est une faillite d'Engie Bios. Alors, oui, ça peut arriver. Dans les 5 prochaines années, c'est quand même assez peu probable. Même si Engie Bios avait un problème, Engie derrière est suffisamment solide pour vous sécuriser. Alors, il n'y a pas d'engagement écrit de nantissement ou je ne sais quoi, mais par contre, il y a un défaut d'image s'il y avait un défaut de paiement qui serait suffisamment important pour qu'Engie ne prenne pas de risque, les sommes étant pas faramineuses pour Engie, vous en conviendrez. Un autre risque dont on peut parler, c'est les risques juridiques, fiscaux et réglementaires. En effet, aujourd'hui, Clémentine sait que c'est quelle quantité de gaz la centrale va produire et à quel prix elle va vendre ce gaz. S'il y avait un changement de gouvernement et un changement juridique quelconque, il pourrait y avoir un problème. Maintenant, les énergies renouvelables sont quand même... c'est peu probable qu'il y ait un arrêt des énergies renouvelables. Et puis, le gaz, comme l'électricité, sont on en aura toujours besoin, en fait. Donc, pour l'instant, dans les 5 prochaines années, en tout cas, la consommation ne devrait pas s'arrêter. Au niveau fiscalité, on va y revenir. C'est quelque chose qui peut changer, c'est vrai, ça change régulièrement. Chaque nouveau gouvernement invente des nouvelles choses. Maintenant, ça ne sera jamais 100% de vos intérêts. Donc, quel que soit le changement fiscal, vous y trouverez votre compte. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, peut-être Jérôme ou Clémentine, sur les... Oui, vas-y. Avant de parler de fiscalité. En fait, nous, il faut savoir que donc on a audité le projet justement dans ce sens-là pour identifier ces risques et voir comment ils étaient maîtrisés. Vous avez donc sur la page projet accès à une documentation d'informations réglementaires dans laquelle vous pouvez retrouver énormément d'informations qui répondront justement à la question de Louis. Ces questions, que ce soit le budget prévisionnel, comment c'est articulé, comment le projet est donc construit financièrement, principalement. Et puis, avant de passer à la fiscalité, même si c'est commun, je voulais revenir sur on parlait bien d'obligations. Hein. Les obligations ne donnent pas accès à la gouvernance, ce ne sont pas des actions, c'est juste un prêt qu'on fait au projet. Et alors, c'est un choix qui est fait pour diverses raisons, mais c'est quand même plus simple de proposer des obligations à des riverains que des actions, à des gens qui ne sont pas forcément des investisseurs aguerris. Et d'autant plus sur un projet industriel de cette ampleur, c'est quand même assez compliqué d'actionnaires différents, et juridiquement, c'est aussi très compliqué. Voilà. On ne t'entend plus, ça y est. Oui, je suis toujours là. Donc voilà. Oui, en effet, les obligations et les actions sont deux choses très différentes. Et donc là, oui, ce ne sont pas des actions, mais je pense que ça répond aux besoins de la majorité des gens. Tout le monde n'a pas envie de s'impliquer dans la gouvernance, dans des AG et des votes. Mais c'est vrai que certaines personnes en ont envie, et sur la plateforme, on propose ce genre de choses, mais ce n'est pas le cas de ce projet-là. Alors, 2 choses encore avant de passer aux questions-réponses, avant que ce soit un peu plus animé. D'abord, il n'y a pas de frais pour les investisseurs, jamais, 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 jamais. Quoi que vous fassiez, vous mettez de l'argent, vous le récupérez, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de frais pour les investisseurs au niveau des NERFIP. Donc ça, c'est important, je vous le dis, voilà, c'est comme ça.
Ensuite, la fiscalité. Alors, la fiscalité, c'est une partie très importante, mais c'est une partie ennuyeuse. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça clairement et de vous rendre ça un peu digeste. Vos intérêts, et je parle bien des intérêts, pas du capital. Le capital, c'est le vôtre, il n'est pas imposé, évidemment. Vos intérêts sont imposés. Et ils sont imposés à ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique. Dans cette flat tax, il y a quoi? Il y a les prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS, ça vous ne pouvez pas y couper, tout le monde les paye, et c'est 17,2% d'intérêt, des intérêts, d'accord? Et puis vous avez l'autre partie, c'est l'impôt sur le revenu, avec un maximum de 12,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu sur vos intérêts. Par contre, si vous êtes imposable à 20% ou 30%, là oui, vous êtes imposé, mais à hauteur de 12,8 maximum. Donc 12,8 plus 17,2, ça fait 30%. Ce qui veut dire que vos intérêts seront imposés entre 17,2 et 30%. OK? Et ça, vous ne pouvez pas y couper. Alors parfois, il y a des histoires de PEA ou PEA-PME. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de réduction fiscale. C'est comme ça sera 30%. D'accord? Je voudrais finir sur 2-3 informations sur comment ça se passe chez Enerfip. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, vous pouvez vous inscrire. Pour pouvoir investir, il faudra vous inscrire. Comment ça va se passer? Vous allez nous donner votre adresse mail, puis ensuite, vous allez répondre à un questionnaire. Je vous parlais tout à l'heure de l'autorité des marchés financiers. En fait, on est agréé par l'autorité des marchés financiers en tant que conseiller en investissement participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit vous conseiller. Ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse votre profil d'investisseur, votre profil d'épargnant, qu'on sache à peu près dans les grandes lignes quelle est votre épargne, votre patrimoine, etc. En fonction de votre profil, on va pouvoir déterminer si vous êtes plutôt prudent ou initié ou dynamique ou débutant. Et en fonction de ça, on va vous proposer des collectes ou vous interdire l'accès à d'autres collectes parce qu'elles nous semblent trop importantes. Ou alors, vous interdire certains montants. Si vous nous dites que vous avez une épargne de 10 000 euros et que vous gagnez 1 000 euros par mois et que d'un coup, vous mettez 50 000 euros sur cette collecte-là, on va vous dire non, c'est pas raisonnable. Alors peut-être que vous avez hérité et que vous souhaitez le faire, ça ne sera pas bloquant, mais on va vous conseiller. Et donc, il est très important que ce questionnaire qui dure 4-5 minutes, vous y répondiez au plus près de la vérité. Ça ne veut rien dire, mais vraiment, il faut que vous soyez vraiment au plus près de la vérité parce que c'est important que vous nous répondiez, que vous nous donniez les informations les plus réalistes pour qu'on puisse vous conseiller de manière réaliste. Et puis ensuite, on va vous demander 2 pièces d'identité. Ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, si vous y êtes, vous ne pouvez pas vous inscrire. Et puis, on va vous demander également un justificatif de domicile, puisque vous l'avez compris, cette collecte, elle est réservée à la Bretagne. Donc, il faut qu'on sache que vous habitez en Bretagne. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on va valider votre livret chez Enerfip. Et puis, vous, pendant ce temps, vous allez pouvoir aller sur le projet et investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir un montant que vous souhaitez investir et signer un bulletin de souscription. Ça, c'est un engagement. Vous réservez votre place. Vous dites, bah oui, moi, ça m'intéresse pour 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Voilà, vous choisissez le montant. Vous signez votre bulletin de souscription. Pendant ce temps-là, on aura validé votre livret et ensuite, vous pourrez faire un virement ou un paiement carte bleue. OK? Alors, pendant tout le processus et à tout moment, le service client d'Enerfip est là pour vous répondre. Donc, vous avez Valérie, vous avez Maëva ou moi. En l'occurrence, quand vous allez vous inscrire, vous aurez une conseillère attitrée et on va vous répondre par mail ou par téléphone. Donc, surtout, n'hésitez pas. Là, on va répondre à vos questions ce soir. S'il y a d'autres questions, vous nous les envoyez par mail et puis on trouve les réponses. On vous aidera à cliquer. Je ne sais pas, je suis perdue, je n'ai pas compris, j'arrive pas, machin. Là, on est là pour vous aider. OK? Donc, c'est assez simple. Vous avez aussi un code parrain que vous pouvez fournir à vos amis pour pouvoir gagner une petite prime de parrainage. Et puis, tout à l'heure, Jérôme vous disait que vous pouvez investir en tant que personne morale. C'est vrai, vous pouvez également investir pour les mineurs. Si vous avez des enfants mineurs, vous pouvez investir pour eux. Donc, tout ça, c'est des possibilités. Ça se fait sur le site enerfip.fr.
Voilà. Donc, n'hésitez pas, on sera là pour répondre à vos questions. Voilà. Moi, j'ai à peu près tout dit. Je crois que Clémentine et Jérôme aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à vos questions. Si ça vous va. On les prend dans quel ordre? Les non répondus dans Allez, l'ordre. les non répondus dans l'ordre. Hop. Jean-Philippe, les épandages sont régis avec des périodes précises. Donc, à certaines périodes, ils doivent être stockés. J'imagine comment sont stockés. Il y a une deuxième question qui était à peu près pareille. Ouais. Si tu peux nous remettre une photo, plus Ouais. maintenant, mais on stocke effectivement le digesta sur le site. Attends. On l'a dit tout à l'heure. Celle-ci, c'est bien? Ou plutôt celle d'après. C'est d'autres sites. Ah si, tu as raison. Non, c'était pas un autre site, ça, c'était la même chose. Ça me va. Donc la photo qui est en haut à gauche. Les deux premières cuves que vous voyez au premier plan, c'est deux gros stockages de digesta de 32 mètres de diamètre, 8 mètres de haut. Donc on a un peu de place pour stocker le digesta liquide. On a plus de 6 mois de stockage, 7-8 mois en fonction de différentes hypothèses, hein, de stockage de digesta liquide. Et de l'autre côté du site, on ne le voit pas, mais il y a les deux digesteurs là, on voit au milieu, le bâtiment dont on parlait tout à l'heure, et par derrière, là on le voit mieux à gauche, effectivement, de la photo centrale. On a deux plateformes, une qui peut stocker des résidus végétaux et une qui est dédiée au digesta solide. Alors, digesta solide, on le stocke pas longtemps sur le site. Il est amené à être assez rapidement dépoté en bord champ sur des plateformes. C'est une matière qui a 25% de matière sèche qui ne ressuit pas, qui peut être posée au bord d'un champ. Mais effectivement, le stockage de digesta, on produit en continu, je l'ai dit tout à l'heure sur le gaz, donc on produit aussi du digesta en continu et effectivement, les plantes n'en ont pas besoin et on n'a pas le droit de les prendre, mais surtout parce que les plantes n'en ont pas besoin et les cultures n'en ont pas besoin toute l'année. D'accord. Donc voilà, on a plusieurs périodes d'épandage, hein, on n'en a pas qu'une, on n'épand pas que sur maïs, on épand sur blé, sur herbe et sur des intercultures aussi, donc on a plusieurs fenêtres culturelles qui permettent aussi d'avoir plus de stockage que ce dont on a besoin. Ça marche, merci. Alors, il y a Jean-Philippe aussi qui pose une question. Oh, du coup, je l'ai perdu. Ah, si, il est là. Pas trouvé le problème. Eh bien non. Comment Jean-Philippe, ouais, ça ne résout pas tous les problèmes de plan d'épandage? Ah oui, c'est ça. Alors, on va la lire pour les gens. Peut-être la méthanisation ne résout pas pour un agriculteur les problèmes de plan d'épandage si toutefois il ne dispose pas de suffisamment de surface. Pensez-vous qu'à un moment donné, le développement de la production de méthane générera plus de digesta que les plans d'épandage n'accepteront? Alors, on a traité le sujet en amont. En fait, le plan d'épandage fait partie intégrante de notre autorisation d'exploiter le site. Donc, on est dimensionné, en fait, dans l'autorisation par les deux bouts, par les tonnages de matière entrante et par, non pas les tonnages d'ailleurs, mais la teneur en azote et en phosphore des matières sortantes, du digesta. Donc, on a un plan d'épandage. D'ailleurs, on le met à jour parce qu'il y a toujours des choses qui bougent, des petites parcelles des agris, des uns des autres, qui se transfèrent des parcelles et des noms d'exploitation, mais c'est à la marge. On a un plan d'épandage qui est dimensionné pour répandre tout le digesta solide et liquide. Donc on a plutôt pris ce sujet en amont et au contraire, en fait, notre autorisation, elle est un peu au-dessus du dimensionnement cible qu'on a, pour être confortable. Ça marche. Alors, il y a Guillaume qui demande, y aura-t-il une incidence avec l'autre projet à Saint-Étienne en COGL? Je ne sais pas comment on dit, pardon, je suis montpelliéraine. Donc, sur Marche de Bretagne, donc c'est la communauté de communes qui touche celle de Fougères-Aglo. Non, d'ailleurs, on les connaît, les élus de Marche de Bretagne. En fait, on a eu des contacts avec eux avant même de développer le projet sur le Coglais pour faire un peu la petite histoire en 2011-2012. Et puis, c'est un territoire qui a fait un choix différent en termes de positionnement, mais d'être lui-même, les élus, la collectivité est elle-même co-porteuse du projet au capital. Donc, voilà, c'est tout un montage différent qui, du coup, leur a pris du temps. En fait, ils sont dans les dossiers ils ont eu leur autorisation, je crois, il n'y a pas très longtemps. Donc non, ces deux fois-là, on se connaît, on se parle. Nous, les agriculteurs de notre projet, sont encore une fois dans un périmètre de 8 km. Et puis, la ressource agricole est absolument pas du tout limitante dans ces projets-là. Donc voilà, ce n'est pas les mêmes agriculteurs. C'est deux projets qui vont injecter, mais sur des mailles qui le permettent. Pareil, ils ont réservé leur capacité d'injection. C'est partie de la procédure de déploiement du projet. Donc non, il n'y a aucune raison. Ça marche. Et alors, Denis,
êtes-vous assuré en cas de perte d'exploitation dans le cas de l'un des sinistres, pardon, dans le cas d'un sinistre, les intérêts des obligations sont-ils garantis? Alors, vas-y, pour la perte d'exploitation. Moi, je vais répondre au début de la question. Voilà, je répondrai à la fin. Je vais répondre à la deuxième, mais je pense pas. Bien sûr, on est assuré. Enfin, c'est des sites qui ont des assurances. J'allais dire évidemment. Enfin, pour resituer un peu les ordres de grandeur, là, c'est un investissement de l'ordre de 9 millions d'euros, sur lequel on a une visibilité de à quel prix on vend le gaz sur 15 ans. On a une visibilité sur une partie des matières entrantes et voilà, on a plein d'électrotechniques, de mécanismes, de biologie à gérer sur le site. Donc, enfin, oui, il y a des assurances d'envergure industrielle qui nous couvrent sur un certain nombre de sinistres. Sur la partie obligation, enfin, je redis avec mes mots à moi le fonctionnement que Pauline et Jérôme pourront peut-être développer beaucoup plus. Le financement de nos projets, la chaîne NGBios, c'est préfinancé par NGBios, ou par Engie. En fait, Engie préfinance, c'est-à-dire que a avancé le financement, en fait, tout simplement, et derrière se refinance sur les marchés. Donc l'investissement participatif là est une partie du plan de financement qui est défini, décrit dans le projet quand on a bouclé le financement. Après, comment ça marche? Les garanties des intérêts des obligations, non. Non, c'est. Il n'y a pas de garantie. Alors, c'est pas le premier projet qu'on fait avec Engie et l'une de ses filiales, mais je sais que en fait, Engie suffit à garantir, mais il n'y a pas de garantie formelle juridique. En tout cas, c'est ce qui est certain. Ça peut exister sur certains projets, mais nous, on les demande lorsque on juge que les projets nécessitent de certaines garanties parce que on a besoin d'apporter des sûretés à ce qu'on propose. Là, la question ne se pose pas, voilà, parce qu'on en a déjà parlé. C'est Engie qui est au-dessus et c'est pas qu'une histoire de confiance. C'est voilà, on en a parlé du risque médiatique ou n'importe. Enfin, Engie, c'est un acteur incontournable en France et il ne laisserait pas tomber ses obligations. Voilà. Voilà, écoutez, je crois qu'on a répondu pas mal. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, Jérôme et Clémentine? On a Jean-Philippe qui repose encore une question. Ouais, moi je voyais juste la question de Jérôme. On a répondu un peu sur le sujet de la gouvernance. La question de Jérôme à laquelle tu avais répondu oralement, Jérôme, et puis tu as complété par écrit, mais je me mets du côté de l'exploitant, là, c'était une question, je peux pas la remettre à la fiche. Non, excuse-moi, du coup, j'en ai mis une. Attends, du coup, okay. Jean-Philippe, on la remettra après. Non, tu peux pas la réafficher. Okay. En tout cas, c'était la question de l'implication. Je voulais quand même en parler dans la gouvernance du projet. Donc, effectivement, Jérôme, Pauline ont répondu d'un point de vue financier et technique. Dans les obligations, ça ne permet pas d'intervenir dans la gouvernance du projet. Bon, c'est aussi un choix qu'on a fait. Un projet comme ça s'exploite. Je disais, on a 10 autres sites en exploitation. C'est un site d'envergure industrielle. On a à la fois des décisions à prendre avec des investissements sur plusieurs années et aussi des décisions à prendre dans les minutes. On a une ou deux expériences en fait sur des projets dans lesquels on a des parts et on est co-exploitant. C'est vraiment pas simple de partager la gouvernance d'un site comme ça. Il faut quelqu'un qui décide et qui assume les décisions et on réfléchit à plein de moyens d'impliquer les acteurs du projet déjà. La collecte a été d'abord pour les agriculteurs et puis les gens du territoire. S'impliquer dans la gouvernance et les décisions d'exploitation, aujourd'hui, on n'a pas vu comment le faire de manière honnête, efficace et pragmatique et en accord avec ce que nous demandent justement, rebondir sur la question, les assureurs, les investisseurs, en termes de maîtrise de l'exploitation du site. Donc, sur un site comme ça, c'est vraiment pas simple. Ça marche. Pour autant, on réfléchit à des choses en termes de visite du site pour les investisseurs. On n'a pas encore tout calé, mais ça fait aussi partie de la démarche, en fait. Alors, s'il y a 4000 investisseurs, ça va être compliqué. Mais de quelques dizaines d'investisseurs, ça fait partie des choses qu'on prévoit. Pour l'inauguration, par exemple dans les mois à venir, 2021, de toute façon. Et du coup, il y a le digesta composté, est-ce qu'il est commercialisable localement?
C'est la question de Jean-Philippe que j'avais affichée tout à l'heure. Alors, il n'est pas composté, juste pour le terme exact, il n'est pas composté en fait. Le digesta, il a été digéré, il est issu de la méthanisation, il n'est pas composté. Il a un statut légal de déchet et pas de produit. C'est-à-dire que concrètement, un déchet, ça veut dire qu'on doit tracer son utilisation jusqu'à une filière agréée. Donc pour nous, c'est l'épandage. On est responsable de ce qui devient ce digesta jusqu'à la parcelle sur laquelle il va, jusqu'à la dose qui est appliquée, qui doit être conforme aux besoins des plantes, etc. Donc malheureusement, on ne peut pas en fait le vendre, c'est même pas une question de budget, le donner non plus à des gens pour leur jardin. Voilà, lié à la ville de Fougères pour ses jardins. Aujourd'hui, le statut légal du digesta qui serait issu de ce site-là ne le permet pas. Après, c'est une démarche sur laquelle on a des expériences en cours. Voilà, on a un site sur lequel le digesta a une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que c'est devenu un produit. Mais c'est un processus. Là, malheureusement, on ne pourra pas le faire, pas à court terme en tout cas. Ok. Et du coup, il y a Jean-Louis qui nous dit: que pensez-vous des critiques des militants écologiques? C'est une vaste question là, à 19h10. On a des militants écologistes, une bonne partie des salariés d'Engie Biose. C'est clair, nous aussi. Je vois pas toute la question, c'est que ça la question? Attends, pardon. Oui, il n'y a que ça. Je te la montre. Voilà, faut savoir quelle critique. Bon, c'est un projet de production d'énergie renouvelable. C'est un projet sur lequel on fait un bilan global en fait du projet. Donc il y a, comme dans tout bilan, il y a des plus et des moins. On fait un bilan carbone du projet, on fait un bilan émissions de gaz à effet de serre, et bien sûr, c'est vrai que c'est des chiffres que j'ai même pas repris là, quand j'ai parlé d'économie circulaire, mais bien sûr, c'est des projets à économie carbone positive, c'est-à-dire qu'on compare la situation globale avant projet à la situation globale après projet, et on calcule l'impact positif carbone qu'on a sur ce projet-là. Qui se compte en milliers de tonnes, de l'ordre de 5000 tonnes équivalent CO2 économisées chaque année par rapport à la situation actuelle. Voilà, donc je commence par ce bilan global-là. Ce bilan, on le fait d'abord parce qu'on produit une énergie renouvelable qui remplace une énergie fossile. On produit du gaz qui est produit à partir de déchets organiques, qui est mis dans les réseaux et qui remplace une partie du gaz qui est aujourd'hui largement majoritairement d'origine fossile en fait, dans les réseaux. Et en plus, c'est une énergie sur laquelle on peut assurer qu'elle est utilisée localement. C'est pas tout à fait simple quand on fait de l'électricité renouvelable, parce que le réseau électrique en France, il est connecté. Le réseau de distribution gaz, non. Donc voilà, c'est une énergie renouvelable qui est utilisée localement sur le territoire sur lequel on la produit et qui est produite à partir de déchets coproduits du territoire qui sont recyclés en fait. Voilà, donc on a des matières qui sont transportées un peu plus que par exemple les fumiers qui étaient épandus à côté de l'exploitation agricole, on va lui faire quelques kilomètres, jusqu'à 8 kilomètres. Donc ça, c'est du transport en plus. On a aussi des matières industrielles qui sont transportées beaucoup moins loin qu'avant. Des coproduits de l'industrie agroalimentaire qui allaient assez loin en fait sur le secteur de Fougères. Il y a pas beaucoup de filières adaptées, donc qu'on va transporter moins loin. Et au final, le bilan de tout ça, la production d'énergie renouvelable, etc., fait qu'on a un bilan positif. Donc après, voilà, on construit un site, on amène du béton, tout ça, on le calcule aussi dans le bilan du site. Les critiques, elles sont souvent sur la méthanisation en général, sur des cultures dédiées qui vont être mises dans le digesteur. Donc ça, on en a déjà parlé. Nous, c'est pas notre credo, c'est assez simple à expliquer. On n'est pas agriculteur, donc aller acheter des cultures, ça plomberait complètement l'économie du projet, sauf à la marge sur 2-3% de la ration, parce que ça équilibre la ration et ça permet à la biologie de fonctionner mieux et de dégrader mieux toute la ration qu'on va méthaniser. Donc c'est pas, on n'est pas là-dessus, et puis de toute façon c'est très réglementé ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'oublie, donc les critiques. Et les emplois non délocalisables aussi. Ouais, accessoirement. Donc les critiques, la personne qui a écrit ça, moi je veux bien répondre à des critiques plus précises. Non, mais c'est bien, tu as déjà bien répondu. De toute manière, c'est un peu long. Normalement, on ne doit pas dépasser 1 heure. Donc là, on a déjà dépassé. On est une entreprise privée qui fait ce projet-là, on produit de l'énergie renouvelable, c'est notre métier. On le fait aussi pour qu'il soit rentable. Mais c'est pas du tout incompatible avec le fait de faire un projet qui a une vraie cohérence. Voilà, il est référencé dans le plan climat de Fougères Agglo. On a passé beaucoup de temps avec eux, qui ont été très accompagnants, constructifs, positifs sur ce projet depuis le début,
Et on a été invité très tôt aux réunions des entreprises locales et aux réunions d'élaboration du plan climat. Donc, on est intégré dans ces démarches-là localement. Voilà, on fait notre petite part, toute petite part, dans le gros plan climat local, tout en étant une entreprise qui est là pour au final gagner de l'argent en produisant cette énergie renouvelable. Et il y a combien de salariés sur le site? C'est la question de Thomas. Sur le site, ils sont 3. Donc, c'est des. Voilà. Samuel, Jean et Nicolas, ils habitent tous les 3 à entre 5 et 10 minutes du site, là, d'ailleurs, parce qu'ils ils ont des astreintes, ils doivent intervenir en cas d'alarme, de choses à déclencher. Ils ont été embauchés il y a 1 mois et demi, le temps d'être formés, de s'approprier le site. Et puis, il y a aussi une équipe d'exploitation. Ils ne sont pas tout seuls, en fait. Il y a une équipe d'exploitation basée à côté de Rennes, à Saint-Grégoire, qui mutualise des compétences sur plusieurs de nos sites en exploitation. Donc, on a des biologistes, des gens qui s'occupent des contrats avec les industriels, des gens qui s'occupent du lien avec l'administration, des contrats de maintenance globaux. Voilà. On a aussi une équipe d'exploitation en déporté du site. Ok. Bon, bah écoute, moi je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense que tout le monde, j'espère qu'on a bien répondu. C'était vachement intéressant. Merci beaucoup. Pour le coup, on parlait de monter en compétences. Là, je pense que tout le monde est monté en compétences. La vidéo, elle sera visible sur YouTube demain et sur le site de la page, sur la page projet, sur le site d'enerfip.fr. Donc, si vous voulez la regarder, je vois que Anne l'a pas vue, n'était pas là depuis le début. Vous pouvez la regarder. De toute manière, ce qu'il vous reste à faire, c'est aller sur la page et investir. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous et puis appelez-nous si vous avez des questions. Voilà. Je rappelle un tout petit truc, si tu me permets, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'NGBiose. Si vous cherchez la page, c'est Centrale Biogaz de l'Aumaillerie. Il doit y avoir NGBiose écrit dans un coin. Mais oui, bien sûr, oui, on parle de la centrale de l'Aumaillerie. Centrale Biogaz de l'Aumaillerie, oui. Absolument. Merci à tous. J'espère que le format vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez des choses à nous dire, des points d'amélioration. On est toujours partant, hein, on fait ce genre de réunion régulièrement en ce moment, donc on peut s'améliorer. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir Clémentine, au revoir Jérôme. Ouais, au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir.